Bonjour et bienvenue à cette première édition de la Semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de cette association. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre justement de ce lancement et un lancement qui se fait d'une manière très spéciale pour nous. On a la chance aujourd'hui d'être en conversation avec Jean-Pierre Després et Pierre Lavoie, deux invités de marque. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Pierre. Allô? Bonjour Thomas. Jean-Pierre Després, Pierre Lavoie, ensemble, on va parler aujourd'hui en fait de la santé durable, mais de manière générale d'activité physique, de tout ce qui vous intéresse énormément en fait dans votre quotidien. Si ça vous convient, en fait, on va y aller avec une première partie qui est plus une description de qui vous êtes, et après on y va sur vraiment l'action avec vos idées. D'accord? Parfait. Parfait. Alors, Jean-Pierre Després, vous êtes professeur au département de kinésiologie de l'Université de Laval. Vous êtes également directeur scientifique de Vitam, qui est un centre de recherche en santé durable, et directeur de la chaire internationale sur le risque cardio-métabolique. Vos intérêts de recherche portent sur l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et sur la prévention par l'activité physique et une saine alimentation. Depuis plusieurs années, vous êtes impliqué personnellement dans de grandes activités d'éducation et de mobilisation afin de prévenir les maladies chroniques dites de société. Et vous êtes également intimement associé aux activités du grand défi Pierre Lavoie à titre de scientifique. Alors justement, on arrive au projet de Monsieur Pierre Lavoie. Donc Pierre Lavoie n'a pas toujours été sportif. Sa passion pour l'activité physique s'est développée plus tard et plus encore avec la découverte des sports d'endurance. Après avoir perdu deux de ses quatre enfants atteints d'acidose lactique, il a décidé de se servir de cette nouvelle passion pour mieux faire connaître cette maladie. Alors, Pierre est également cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, dont la mission est de promouvoir les saines habitudes de vie. C'est ainsi qu'il transmet son amour du sport à tout et à toutes les Québécoises. Est-ce que cette biographie reflète bien vos deux postures? Très bien. Il y en aura tellement plus à dire sur Pierre. Ce que je dis souvent, c'est que ça nous prendrait 45 minutes pour faire l'énoncé de ce que vous auriez, de ce que vous avez accompli et de ce que vous êtes en train d'accomplir. Mais on va y aller davantage avec vos opinions, si ça vous convient. Oui. Il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Exactement. Et puis pour briser un peu la glace, qui de vous deux nous dira comment vous vous êtes connus? Vas-y, Jean-Pierre, je te laisse. Moi, je suis un vieux prof d'université, chercheur. Je dirigeais la recherche à l'Institut de cardiologie. Puis c'est par le biais d'une collègue, Dr Nathalie Almeras, que j'ai fait la rencontre de Pierre et de Germain Thibault. Puis Nathalie me disait, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble, elle me dit, ce qu'ils font, c'est extraordinaire, Jean-Pierre. Et on a commencé, on s'est rencontrés, évidemment très impressionnés, comme bien des Québécois et des Québécoises, par l'histoire très inspirante de Pierre. Mais ce que je salue chez Pierre, et ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que au-delà d'être ce personnage inspirant qui veut transformer la société, Pierre s'est mis à l'écoute du scientifique que je suis et de ce qu'on a produit comme savoir. Et de ça, de fil en aiguille, moi, je ne suis encore une fois qu'un chercheur qui, oui, je pense, avec toute une équipe des collaborateurs, génèrent du savoir qui est pertinent à la santé, on va en parler tout à l'heure, pas la gestion de la maladie, de la santé des Québécois, mais ça prend des champions comme Pierre pour la transformer, cette société-là. Et donc, voilà pourquoi ces échanges-là très, très réguliers que j'ai avec Pierre sont une source d'immense satisfaction. Super. Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que, tu sais, on ne s'associe pas avec des gens ou des organisations par hasard. Moi, j'aime être bien entouré de gens de qualité, qui ont de l'énergie, que tu sens que s'ils embarquent dans le navire, ils vont le faire avancer. Donc, Jean-Pierre faisait partie de ces acteurs qui, dans la science, très important parce qu'on doit convaincre une population à changer ses comportements. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles au monde. On peut le faire en motivant les gens, en disant bouger, c'est important, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir aussi de la science qui vient et des données probantes qui viennent confirmer qu'on a tous intérêt à le faire. Donc, ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné dans ma région, d'abord avec les maladies héréditaires. C'est
c'est des scientifiques qui m'ont nourri en parution scientifique et données probantes qui nous a permis d'avoir un dépistage génétique populationnel. Mais c'est moi qui étais au front qui faisais avancer politiquement. Donc, on voit que parfois, les scientifiques utilisent des véhicules qui permettent d'aller encore plus loin. Donc, on en est, nous, j'en suis un, moi, je suis un véhicule pour rejoindre des populations qui, parfois, les scientifiques ne peuvent pas rejoindre. Nous, on est capable de les rejoindre. Puis quand on se met ensemble, on a un impact là, incroyable. Donc, en fait, Jean-Pierre, Pierre, c'est un peu le champion et Jean-Pierre, c'est un peu le véhicule. C'est ça, hein? Chacun a son utilité, en fait, Oui, l'un envers l'autre. complémentaire. On est C'est vraiment parfait. complémentaires. Parce que seul, on ne peut pas rien faire. Parfois, on a besoin d'un avocat, on a besoin d'un comptable, d'un médecin, d'un chercheur, d'un parent, d'un directeur d'école. Tu sais, dans un mouvement social, tout le monde est important. Donc, mais les premiers qui doivent nourrir l'espace public, vous savez, Stéphane Guilbeault a fonctionné de la même façon avec l'environnement. C'est les données probantes là, qui nourrissaient tout son verbatim. Là. Et finalement, aujourd'hui, le Québec est un leader en Amérique, nous, l'environnement par rapport aux États américains et provinces canadiennes. Puis moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Thomas, moi, je ne suis qu'un chercheur. J'essaie d'être un bon chercheur et j'essaie d'être extrêmement rigoureux dans cette démarche-là pour générer du savoir. Je reviens encore une fois pertinent à la santé des Québécois, des Québécoises, pas juste la gestion des maladies chroniques de société. On va y revenir tout à l'heure. Mais regardez ce que Pierre et Germain ont fait depuis 10 ans au Québec. C'est absolument spectaculaire. C'est inscrit maintenant dans la culture québécoise qu'ils sont en train de faire. Moi, encore une fois, je n'ai pas l'expertise pour la transformer, la société, mais il y a un morceau de l'expertise qui, je l'espère, peut être mis à contribution pour la transformer, la société. Et moi, je suis très confiant qu'on va y arriver, mais sans cette organisation-là, on y reviendra tout à l'heure. Je ne dis pas que tout passe par là, mais on ne peut pas se permettre le luxe au Québec de travailler en silo, là, dans des écoles, des chapelles. Il faut faire œuvre utile, tout le monde, se parler, se comprendre. Et ce que je salue, encore une fois, chez Pierre, dans l'organisation, c'est cette volonté de bien écouter, de bien s'arrimer, d'avoir cette vision commune, puis après ça, les différents chemins sont explorés. C'est parfait, ça. Mais justement, ça arrive vers la première question, ou la deuxième question, hein, c'est selon. Une question, en fait, qui peut paraître très simple, hein, mais qui ne l'est pas forcément. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la santé? Pierre? Ben, la santé, pour moi, c'est un corps qui n'a pas de problème. Donc, c'est notre corps, c'est notre véhicule d'expression. Il nous sert très bien à étudier, à voyager, à avoir des enfants, mais on doit s'en occuper. Puis la santé, ça veut dire que notre corps est en symbiose là, avec son environnement. Il y a la maladie. Ça, c'est un autre volet. Aujourd'hui, on appelle le système de santé, mais c'est plutôt le système de la maladie. Donc, moi, je considère que la santé, c'est avant la maladie. Donc, comment la préserver, comment la protéger? On en a une grande responsabilité. Avant, on ne savait pas. Aujourd'hui, on a assez de connaissances. C'est pour ça que les recherches sont importantes. On a besoin de se nourrir de données probantes et de faire, oui, des études à l'international, mais aussi nos propres études dans nos provinces, dans nos pays, pour connaître bien nos populations, parce qu'on a quand même des génétiques parfois particulières. On doit aussi mettre ça dans le tout, qui nous permet finalement que pour moi, la santé, c'est avant d'être malade. Et aujourd'hui, je considère qu'on a un gain d'une quinzaine d'années à aller chercher. C'est ça qui sera, je dirais, le plus grand enjeu. Comment on pourra convaincre les gens qu'ils ont au moins 15 ans de qualité de vie à aller chercher s'ils s'occupent de leur véhicule d'expression, s'ils s'occupent bien de leur véhicule d'expression. Ça, ce sera le gros enjeu dans les prochaines années là, à réaliser. Jean-Pierre? Ben, la santé, puis ce n'est pas juste Jean-Pierre Després qui va inventer quelque chose cet après-midi, c'est bien plus, Pierre l'a dit, c'est bien plus que la gestion de la maladie. Cela dit, si on refait cette histoire-là au cours des 100 dernières années, la médecine et la recherche biomédicale classique nous a permis de faire des progrès absolument spectaculaires, entre autres dans l'espérance de vie. Hein. Les champions sont les Japonais, les citoyens d'Hong Kong, ils vivent 85 ans en moyenne. Au Canada, on ne se débrouille pas trop mal, on est à 83 ans, nettement en avance sur les Américains, malgré
les milliards, les centaines de milliards qu'ils mettent dans leur système de gestion de la maladie avec une médecine spécialisée. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un système, au moins, il est perfectible, mais on a un système d'accès universel aux services de santé. Et donc, on a fait des gains spectaculaires. Alors, on a l'hygiène de vie, on a les maladies infectieuses, les maladies chroniques, toute une médecine spécialisée. Si, justement, on a différentes pathologies, bien, on a toute une médecine spécialisée pour nous garder vivants. Ça, c'est une chose. Bon. Mais comme Pierre l'a mentionné, ça, malheureusement, de par les écosystèmes de vie qu'on s'est constitués, nos modes de vie, on est très, très sédentaire. La grande majorité, quoique les analyses utilisant des questionnaires le disent, on est beaucoup trop sédentaire, puis on a une offre alimentaire omniprésente qui s'est considérablement détériorée. Bien, cette combinaison-là fait qu'il y a un éléphant dans la pièce, les maladies chroniques dites de société, qui coûtent extrêmement cher, puis comme Pierre l'a dit, qui se développent prématurément. Alors, au lieu de développer un diabète de type 2, par exemple, à 70 ans, bien, il se développe des fois même chez des adolescents à 20 ans, puis là, vous êtes pris, vous avez un système de gestion de la maladie qui est pris, entre autres, au Québec, avec 800 000 personnes qui vivent avec le diabète de type 2. Ça coûte une fortune, ça a de l'impact sur la productivité, la créativité, tout, là, sur notre capacité à avoir des vies pleines et d'être des papis puis des mamies qui vont pouvoir profiter des petits-enfants dont la qualité de vie s'est considérablement détériorée. Et ça coûte des milliards de dollars au système de gestion de la maladie. Bon, le constat a été fait par les grands experts que c'est bien ce qu'on a fait là, mais les prochains progrès qu'on va faire, c'est comme Pierre l'a dit, ça va être dans la promotion de la santé. Et là, des organisations comme les grandes organisations de cardiologie américaines, l'American Heart Association, pour ne pas les nommer, dans une vision qu'ils ont exprimée il y a maintenant 10 ans, on dit, bon, maintenant, là, on déplace le combat contre les maladies cardiovasculaires à la promotion de la santé, puis on définit des critères qui nous permettent de définir ce que c'est que la santé cardiovasculaire idéale. C'est une véritable révolution tranquille dans le domaine médical, ça. Et donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on utilise ces critères-là, c'est 0,1 % de la population qui rencontre les critères de santé cardiovasculaire idéale. Alors donc, on pourrait considérablement, si on passe comprenons-nous bien, là, la gestion de la maladie, c'est bien légitime. Mais si on introduit maintenant des approches pour faire la promotion de la santé, on pourrait, comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, compresser cette morbidité-là parce qu'elle va finir par s'installer un jour. Mais au lieu d'avoir votre diabète de type 2 à 40 ans, peut-être que vous allez le développer à 75 ans, peut-être que vous ne le développerez jamais. Et donc, là, on va faire des économies spectaculaires qu'on va pouvoir réinvestir peut-être dans l'éducation parce qu'on en a bien besoin au Québec. Parce qu'en ce moment, le paradigme de on met encore plus d'argent pour gérer la maladie, on s'entend c'est nécessaire, mais là, il faut vraiment introduire cette notion importante-là de faire la promotion de la santé. Moi, j'ajouterais que si on veut pérenniser notre système de santé comme on l'a prévu au départ, universel pour tous, donc maintenant, pour avoir un système de santé durable, on doit y intégrer la prévention. Il n'y aura pas de pérennité dans le système de santé, on le sait. Là. Puis dans les usines où on ne faisait pas de prévention, il y avait beaucoup d'accidents, puis de décès, puis de morts. Puis on a fini par inculquer des cultures sécuritaires, puis on a fini par avoir 0 accident. Donc, maintenant, on doit adopter ce principe que le corps humain a un grand potentiel. Mais maintenant, il faut avertir les gens, vous avez le contrôle maintenant sur votre santé. Vous avez un grand contrôle dessus. Et pour ça, il faut transposer la responsabilité de la santé des gens à eux, pas à l'État. Le problème, c'est qu'on l'a transposé au système. On nous a dit, ne vous en faites pas quand vous serez malade, on va vous guérir. C'était vrai, mais ça, c'est la guérison. Ça veut dire que les gens sont rendus très loin dans le processus. Ils sont malades. Donc, on est vert, on finit par devenir jaune et on finit rouge. Mais si vous êtes allé dans le jaune, vous êtes prédiabétique, par des mesures correctives, vous pouvez revenir au vert. Mais si vous êtes allé dans le rouge, par des mesures correctives, vous redeviendrez jaune, mais plus jamais vert. Donc, à quel moment qu'on voudrait savoir, c'est quand on est jaune. Désolé, le système de santé est fait pour le rouge. Donc, maintenant, il faut y intégrer le jaune le plus vite possible pour éviter que les gens aillent dans le rouge, parce que, premièrement, le système de santé ne sera jamais capable de supporter cette vieille semaine de population qui durera 15 ans. On l'a vu, le 51 milliards 200 millions, le budget qui est annoncé le 25 mars, là, 51 milliards 200 millions. L'an passé, c'était 44 milliards 500 millions. 2019, 39 milliards. Ça, c'est le système de santé. Là.
Et ça va comme ça va continuer de monter 56, 62, 68, 72. Là, on est rendu à 70 du budget de l'État. Puis 80, 85, 90. Puis finalement, pour atteindre 100 du budget de l'État. Puis si on ne fait rien, on n'aura pas de pérennité dans le système de santé. Puis surtout, d'après moi, ce qui va arriver, il y aura deux systèmes qui vont s'installer. Le système du fast track, du rapide, ceux qui ont les moyens, puis ceux qui ont le système public normal, qui n'ont pas les moyens. Et ce n'est pas ce qu'on avait prévu au départ. Puis il y a des gens qui ont les moyens de se payer un système rapide, là. Puis il y en a plus qu'on pense, puis je pense qu'il va très bien survivre. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Donc, sauvons notre système universel, mais ça ne passe pas par de l'imposition gouvernementale, mais ça passe d'abord par une prise de conscience sociétale, où on dit, OK, j'ai compris, maintenant, moi, ce que je veux, c'est m'occuper de mes petits-enfants. Je veux voyager parce que moi, je serai assurable quand je partirai en Floride, quand j'aurai 65 ans, parce que présentement, les statistiques sont contre les Québécois là-dessus. En fait, ce qui est très intéressant, et puis là, on est allé vraiment sur un angle qui est très économique, mais en même temps, c'est un très, très bel angle aussi à utiliser parce que c'est un angle qui est utilisé beaucoup en matière de relance actuellement. Mais comme tu le disais, Pierre, la partie du budget qui représente environ 50% en fait maintenant du budget global du Québec en matière d'investissement pour la santé ne fait que grandir. Gestion de la maladie, je m'excuse de t'interrompre, Thomas, c'est la gestion de la maladie. Tu as tout à fait raison, Jean-Pierre. On est sur la gestion de la maladie. On est sur de l'intervention, en fait, de manière générale. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce budget-là, et puis comme ça a été présenté, c'est qu'on a des lacunes dans notre système de santé, dans notre système de gestion de la maladie, et qu'après, en fait, on peut aussi aller regarder au niveau de la prévention. Comment, en fait, Pierre, je reviens par rapport à ces 15 ans, là, les 15 ans manquants, en fait, d'une certaine manière, où là, en fait, on est en train de se dire, on a déjà un système que l'on peut perfectionner, un système de gestion de la maladie que l'on peut perfectionner, mais en plus de ça, il faut qu'on commence à intervenir en matière de prévention et de promotion de la santé. Comment les deux peuvent cohabiter l'un avec l'autre? Bien, moi, je pense, si je peux parler, Jean-Pierre, ça ne dérange pas. C'est une question de coût. On ne peut pas se permettre un système de prévention qui va coûter aussi cher que le système de santé. Donc, on va se fermer les portes, ce sera impossible à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut d'abord, il y a un grand gain à faire par rapport au comportement des gens. Donc, les premiers responsables, c'est nous, comme individus. Donc, il faut, tant aussi longtemps que les gens ne comprendront pas qu'ils ont une grande partie dans leur cours, ce sera difficile. Sauf qu'on a prévenu le coup. On a commencé à éduquer les jeunes dans les écoles en 2009. Maintenant, ils terminent l'université, ces jeunes. Ils s'en viennent sur le marché du travail. Ils deviennent des citoyens bientôt. Puis je dis souvent aux gens, quand tu ne l'as pas reçu dans ton éducation, je comprends très bien que les gens qui sont malades dans les hôpitaux aujourd'hui, il faut continuer de s'en occuper là, parce qu'ils ne l'ont pas reçu dans leur éducation. Maintenant, éduquons. Travaillons en amont, puis éduquons. Préparons le futur. Puis moi, je crois encore qu'on peut toujours toucher les gens par ce qu'ils souhaitent à leur retraite, s'occuper de leurs petits-enfants qui sont hyper sensibles à ça. On est capable de créer des mouvements sociaux où on aura une majorité de gens qui vont dire c'est ça qu'il faut faire. L'environnement, c'est comme ça qu'on a procédé au niveau de la prévention de la santé pour maintenir notre système de santé qui viendra supporter le système de la maladie. Bien, c'est la seule façon. C'est par les comportements. Ça, c'est dans le respect, c'est dans l'inclusion, c'est la non-stigmatisation des gens. Vous savez, chez nous, le dépistage, on le fait dans le respect des gens. Puis, il n'y a pas eu de dérapage. Puis, c'est un des plus beaux projets au monde. Donc, on a réglé le problème de nos maladies existantes. C'est un problème de santé publique majeur et d'une population qui était réglée par un programme de prévention qui coûte 176 000 par année. Donc, juste un enfant qui naissait d'une des maladies là, coûtait 6 fois plus que ça par année. Aujourd'hui, on a réglé notre problème. Le problème des maladies héréditaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il était réglé par un programme de prévention en amont, avant procréation, qui ne coûte même pas 200 000 par année. Comprenez donc que la prévention, elle peut prendre sa place. Il faut juste que les gens aient une ouverture. Il faut que le système de santé ait une ouverture et une écoute. Puis maintenant, c'est sûr que quand tantôt, la prochaine question, de quelle façon on le fait? Bien, quand on crée des événements comme la Grande Marche sous zéro, on lance ça aux Québécois, puis tu as 250 000 de personnes qui s'inscrivent et qui marchent, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que les gens maintenant reçoivent et entendent ce message, puis ils sont dans l'action. On l'a vu, l'âge moyen était de 58 ans, là, les gens qui ont marché. Là. Puis 70 des participants étaient des femmes.
La femme a beaucoup d'influence chez les enfants, chez les petits-enfants. Donc, il y a de l'espoir au Québec. Le Québec est ailleurs présentement. Le Québec, s'il y a un endroit en Amérique qui est capable d'aller plus vite que les autres au niveau de la prévention de la santé, c'est au Québec. On est déjà une douzaine d'années d'avance sur les autres provinces canadiennes au niveau de la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles. Maintenant, il faut maintenir cette avance. Le COVID nous fait reculer un peu, mais on va faire du rattrapage. Les autres provinces auront beaucoup de difficultés à faire du rattrapage parce qu'ils sont plus loin que nous. Donc, aujourd'hui, il y a de l'espoir, mais il faut s'en parler. Il faut être plusieurs à y croire. Il faut être plusieurs à influencer, bien entendu, parce qu'à la fin, c'est les règles et c'est les lois et c'est les encadrements politiques qui vont venir finir le travail. Mais notre job à nous, aux scientifiques, à Pierre Lavoie, aux écoles, c'est de faire le travail de base qui fait que ça rentre maintenant dans notre culture sociétale. Une fois que c'est rentré, là, l'État peut mettre des mesures en place pour accélérer le processus. Puis moi, j'ai grand espoir que maintenant, les gens ont très bien compris c'était quoi les saines habitudes de vie. Maintenant, ils comprennent encore plus la santé durable, c'est quoi. C'est très simple. Maintenant, ce mot-là, d'après moi, il va transcender à travers nos sociétés dans les 5-6 prochaines années, parce que tout le monde le comprend, c'est quoi le principe. Donc, on va faire du chemin avec ce terme. D'ailleurs, je félicite Jean-Pierre d'avoir repris ce terme dans votre organisation. Et Jean-Pierre, justement, rebondir là-dessus? Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Hein. L'éducation, j'ai toujours dit que le ministre de l'Éducation, c'est le ministre le plus important pour l'avenir des Québécois et des Québécoises, et de loin, et de loin. Ça, c'est la première chose. Maintenant aussi, on a besoin d'outiller les Québécois. Si les comportements, et ça, science à l'appui, si les comportements sont importants, encore faut-il les mesurer et les cibler. Hein? Vous allez voir votre médecin de famille, il va se préoccuper, parce qu'il est entraîné pour ça, il va se préoccuper de votre cholestérol, il va mesurer votre tension artérielle, il va voir si votre glycémie n'est pas en train de déraper. Et moi, je dirige un centre de recherche qui est responsable aussi des services de santé primaire, les médecins de famille, tout ça. Et donc, il y a toute une communauté de médecins de famille maintenant, comme Pierre l'a dit, la culture est en train de changer. Les jeunes médecins de famille, ils y croient à la prévention, ils y croient à l'activité physique, à l'importance. Puis Pierre, d'ailleurs, son organisation a l'appui des omnipraticiens. Mais sur le terrain, le ministère de la Maladie leur donne 0 sou là, pour mesurer et cibler ces comportements, alors qu'on a des outils standardisés qu'on utilise d'ailleurs dans les projets de recherche qu'on réalise avec Pierre en entreprise, où on a montré que la qualité nutritionnelle globale d'un patient, ça se mesure. Ça se mesure de façon objective aussi bien qu'on va mesurer un cholestérol. Est-ce qu'on le fait en pratique clinique? Non. Mais si on ne le fait pas en pratique clinique, ça veut dire que l'alimentation, ce n'est pas important. L'activité physique, ça peut se mesurer de façon objective et encore bien mieux, l'indicateur de santé le plus important, le plus déterminant dans l'avenir de la trajectoire de vie des Québécois et des Québécoises, ce qu'on appelle dans notre jargon la condition cardio-respiratoire. Êtes-vous en forme ou pas, là? C'est le déterminant numéro 1. On se prépare à aller sur Mars, on n'est même pas capable de mesurer la condition cardio-respiratoire des Québécois et des Québécoises, qui est l'indicateur le plus puissant de leur devenir, de leur trajectoire de vie. Et ça, bien, ça devrait, tous les Québécois et les Québécoises devraient le savoir. On fait des petits tests, là, les petits tests des cônes en milieu scolaire. On ne collige même pas cette information-là, pas pour stigmatiser les enfants. On a besoin de savoir, nos petits Québécois, nos petites Québécoises, est-ce que leur condition cardio-respiratoire s'améliore au fil des cohortes? Je pense que n'importe quel professeur d'éducation physique pourrait vous dire que la condition cardio-respiratoire de nos enfants est en train de se détériorer. Donc, si nos comportements, puis là, aussi en termes de santé publique, on peut dire, ben oui, il faut travailler sur les environnements qui font, oui, mais encore faut-il déjà, là, je reviens sur ces 800 000 patients qui vivent avec le diabète de type 2 au Québec qui ont besoin, puis là, je ne dis pas ça pour les stigmatiser, mais encore faut-il qu'on est capable de mesurer, comme un bulletin scolaire, leur qualité, la qualité de leur alimentation, leur niveau d'activité physique, leurs conditions cardio-respiratoires. On a des outils, donc, pour mesurer et cibler ces comportements-là qui vont être déterminants dans l'évolution de leur profil de santé. On peut faire ça à très, très faible coût et on ne le fait pas. Donc, si je reviens par rapport à vos échanges, là, on est sur des problématiques, en fait, on est dans la vision davantage, sur comment on utilise les outils et puis vers où on veut se diriger, en fait, vers où on veut faire diriger le Québec. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Pierre, c'est qu'il
il y a de l'espoir. Il y a des avancées aussi et il y a une volonté qui est présente. Jean-Pierre, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il y a la possibilité d'aller chercher les données pour justement appuyer davantage par la recherche l'ensemble des mouvements qu'on voudrait faire au Québec. Peut-être moi j'ai un petit bémol ou alors c'est peut-être une petite réserve, mais j'aime beaucoup en fait cette volonté en fait de dire qu'on a la volonté de changer, mais comment ça se fait alors qu'on est toujours euh, à la consommation de cannabis, enfin de la consommation de tabac, la consommation de cannabis qui a augmenté largement en fait pendant la pandémie, consommation d'alcool qui a augmenté largement aussi, qu'on ait de l'obésité qui soit de plus en plus présente chez les jeunes, des personnes qui décrochent un peu en fait de leur santé, un peu comme on ferait du décrochage scolaire, mais qui décrochent de cette santé-là et puis qui ne veulent pas se raccrocher vraiment et puis qui vont se laisser aller. Pourquoi on en arrive à des solutions comme celle-ci? Ben, moi, je peux répondre là-dessus. Vas-y, j'aurais des choses à rajouter. Vas-y, Pierre. Je vais là, promis. Ben, d'abord, les jeunes, on commence à mieux les connaître là, au Québec. Là. On est dans une société nord-américaine, donc on le dit, américaine. Donc, une grosse influence américaine sur les comportements des gens. Le Québec n'y échappe pas. Un peu moins grave que les petits Canadiens. Les Québécois semblent être un petit peu plus différents, mais c'est parce qu'autour d'eux, il y a des choses que les autres n'ont pas. Premièrement, le Québec, c'est pas mal la seule place au Canada qui a des profs d'éducation physique dans les écoles. Ailleurs, le prof d'éducation physique n'est pas obligatoire, sauf au Québec, c'est obligatoire. Et on les forme bien maintenant, de mieux en mieux, et on les amène vers comment on crée un citoyen actif pour la vie. C'est ça le nerf de la guerre. Comment on crée, à partir d'un enfant de 5 ans, un citoyen actif pour la vie? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce qui va faire que tu as tout près au-dessus de 50% des jeunes, entre le secondaire 1 et 3, abandonnent le sport? Qu'est-ce qui se produit dans cette période-là? 13, 14 ans. Il y a un phénomène. Là. On le sait, le jeune commence à se comparer, le regard des autres, c'est très important. Et quand on regarde l'approche sportive ou activité physique autour des jeunes à cet âge-là, il est très discriminatoire. Il est souvent axé sur des valorisations d'écoles par rapport aux autres, des rivalités, et on les rentre rapidement dans des systèmes de compétition, de performance. Et on dit non, oui, mais c'est la réalité. Dans les écoles secondaires, on perd beaucoup de jeunes parce que ces jeunes-là qui voulaient seulement bouger dans le plaisir avec leurs amis, rapidement se font évaluer, mesurer et comparer, et donc stigmatiser. Donc, le jeune est très fragile à cet âge-là, puis on ne tient pas compte de cette fragilité. Après, une fois que, mon rêve, c'est que les Scandinaves, eux, ils l'ont découvert, puis ce n'est pas les Scandinaves qui l'ont découvert, c'est les Canadiens qui l'ont découvert, mais quand ils l'ont amené à l'international, finalement, c'est données probantes. Ce sont les Scandinaves qui ont repris le modèle canadien, qui n'a pas voulu être appliqué. Nous, on l'a mis sur les tablettes. Donc, ce modèle est très simple. C'est qu'à 14 ans, ils sont fragiles. On est mieux de développer des compétences plutôt que de la performance. Si on développe des compétences chez les jeunes dans les sports, ils se sentent toujours compétents et non performants. Donc, ils peuvent pratiquer à peu près n'importe quel sport. Donc, arrive la période du COVID, on ferme le gymnase. Ah, le jeune devient sédentaire, celui qui est en monosport. Ah, la piscine est fermée, le jeune est devenu sédentaire. Donc, pour ça qu'on a vu autant de parents se mettre à chialer et à crier que les enfants ne bougeaient plus parce que l'enfant avait seulement une compétence. Les pays scandinaves, eux, avant 14 ans, développent des compétences, donc tu n'es jamais mal pris. Comme moi, quand la piscine a fermé, je suis allé faire du ski de fond. Quand ils ont fermé le centre de ski de fond, je suis allé courir. Et ensuite, je suis allé faire du vélo. Je n'ai jamais été sédentaire parce que j'avais des compétences. Et si j'aurais seulement été un gars qui nageait, ben, j'aurais été sédentaire pendant 1 an. T'sais. Les parents partent en vacances avec leurs enfants 3 semaines. Ah, les enfants deviennent sédentaires. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au volleyball, ils savent que jouer au volleyball ou ils font que du ski alpin. Donc, changeons notre approche. Cette approche de mesure de comparaison d'évaluation, avant 14 ans, stigmatise beaucoup de jeunes. C'est là qu'on les perd. Soyons patients avec nos enfants. Laissons-nous le temps d'ancrer en eux le goût de bouger pour la vie. S'ils veulent faire de la compétition, ils commencent à 14 ans. Puis on le voit, les Scandinaves nous le démontrent par les données probantes, ils développent plus de champions dans n'importe quel sport en étant patients avant 14 ans, en laissant les enfants développer leurs compétences parce qu'ils savent que quand ils font ça, 84% de ces jeunes restent actifs toute leur vie. Donc, créons un citoyen demain qui est actif, qui bouge pour les bonnes raisons pour maintenir son corps en santé. Reformatons tout le système qui était mal programmé. On l'a orienté, bien entendu, vers la performance, les Olympiques, les Canadiens de Montréal et les médailles, qui fait en sorte que ça donne des beaux shows de télévision. Je suis bien d'accord avec ça.
Les Américains font des très beaux shows, mais ils en gagnent 132 aux Jeux de Rio. Là. Mais c'est également la société la plus obèse au monde. Donc, ce n'est pas les médailles qui font qu'une société bouge. C'est un modèle sociétal qui est axé sur la santé publique, améliorer notre bilan santé publique d'abord, et ça n'empêchera pas d'avoir des médaillés plus tard parce que les gens sont beaucoup plus compétents. Le jour où ils devront se spécialiser, un joueur de hockey qui se spécialise, qui a joué au soccer, excusez, il est très, très habile avec ses patins quand il reçoit la rondelle dans ses patins, parce qu'il sait manipuler ses pieds, parce que c'est un joueur de soccer. Tout ça, c'était démontré scientifiquement. Maintenant, changeons de modèle. Le Canada ne suivra pas. Là. Le Québec doit créer son propre modèle. Ça prend des états généraux au Québec sur l'activité physique pour revoir notre modèle puis faire le modèle canadien. Le Québec doit faire le modèle canadien parce qu'on est plus en avance que les autres. Puis il y a une volonté de terrain, puis il y a surtout une volonté de voir notre système de santé que nous, on l'a beaucoup axé sur. Bien entendu, on est un peu plus socialiste. Là on se rend compte qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout. Puis moi, je suis convaincu qu'on aura un consensus. On ne gagnera pas tout, mais tout le monde va offrir un consensus sur la santé des jeunes, d'en perdre le moins possible. Puis vous allez voir, je suis convaincu qu'on gagnera, malgré tout, qu'on gagnera encore plus de médailles aux Jeux olympiques, mais on aura amélioré notre bilan santé publique. Donc, moi, c'est ma vision des choses. Revoyons notre système, créons un pilote au Canada, soyons la première province qui donne le ton, puis les autres provinces canadiennes imiteront par la suite, puis arrêtons d'imiter le modèle américain, qui est axé sur l'exclusion. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur instaurer cette culture du bouger, là, avec, encore une fois, tout un portfolio, tout un éventail, faire découvrir à nos jeunes tout un éventail d'activités physiques, justement pour les outiller. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'autre point sur lequel j'aimerais insister beaucoup, Thomas, ce sont les inégalités sociales. Alors, cette crise-là n'affecte pas de la même manière les gens riches au Québec, des gens qui sont de faible statut socio-économique. Quand tu es dans ton petit 3,5, là, que tu ne peux pas sortir, que tu n'es pas étudié, que tu n'as pas les moyens, c'est bien beau aller marcher, là, mais si tu vis dans des quartiers, justement, où il n'y a pas de milieu vert, il n'y a pas de parc, on est inégaux face à cette crise-là. Il faut garder ça à l'esprit aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre vient de dire. Tout à fait. L'alimentation, Jean-Pierre, on pourrait parler de l'alimentation, bien se nourrir. Encore là, si tu n'as pas les moyens. Bien, regardez, encore une fois, là, ça a fait plusieurs publications puis des manchettes. Quand on regarde ceux qui sont décédés de la COVID, là, oui, ce sont des gens qui sont affligés de maladies chroniques, mais si on regarde les grandes enquêtes américaines du Centers for Disease Control, c'est associé encore une fois à l'ethnicité, puis au statut à l'éducation, puis au statut socio-économique. Ça frappe très, très fort les populations qui sont peu éduquées et pauvres. Et la bonne nouvelle, vas-y, Pierre. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, la santé publique est entendue, puis sera écoutée maintenant. Parce qu'avant, c'était oui, mais maintenant, le message maintenant est plus entendu, est plus fort. Les gens ont pris conscience. Il y a une prise de conscience mondiale là-dessus. Donc, les pays qui veulent rebâtir leur système, parce qu'on va mettre beaucoup d'argent, c'est tout près de 500 milliards là, qui est injecté dans nos sociétés, là. Bien, il faut rebâtir sur la durabilité, autant au niveau économique, éducationnel, environnemental, mais surtout santé. C'est le gros enjeu des prochaines années, ce sera la santé humaine. Puis on voit qu'en prévention, on peut faire tellement de bien en prévention. Vous savez, il n'y a pas eu d'influenza cette année, il n'y a pas eu non plus de H1N1, il n'y a pas eu de gastro. C'est la première fois que dans le temps des fêtes, en 40 ans, que les urgences n'étaient pas débordées parce qu'on se lavait les mains pour garder un peu de distance. La prévention, ça marche. Les gens n'ont pas compris que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné, la prévention. Mais comment on va maintenant l'instaurer dans nos systèmes, dans nos écoles, quand on rentre, quand on est malade, on ne va plus travailler. Là, on vient de faire des grands pas au niveau de la prévention. Le COVID nous a vraiment donné une bonne volée, puis des prises de conscience. Maintenant, des organisations, des villes, mais aussi des écoles, puis des entreprises, maintenant, vont entrer ça maintenant dans leur pratique, la prévention au niveau sanitaire. Puis ça sera dû au COVID. On dira merci de COVID. Nous avons fait avancer au niveau de la prévention. C'est intéressant, cette remarque-là. Et puis, ce matin, on était avec un grand expert aussi qui nous indiquait que c'est à travers les crises, de toute manière, en fait, qu'on a eu les plus grandes avancées aussi en matière de santé, d'une certaine manière, et puis qu'on a fait les plus grands bons. On a guère le choix, si je peux me permettre, Thomas. Là. Complètement. On n'a pas de ce choix-là. Écouter, mais par contre, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a le choix, en fait, de conserver ces habitudes-là ou de revenir dans un ancien système. Et j'en viens justement, j'aime beaucoup ce que tu dis, Pierre. On se rend compte justement, en fait, par rapport à se laver les mains,
par rapport à notre hygiène de manière générale, comment on peut aller même plus loin par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous fait dire en fait qu'on ne va pas revenir sur nos anciennes habitudes qui étaient confortables d'une certaine manière? Et peut-être quelles seraient en fait vos recommandations pour justement cette post-Covid ou ce retour à la normale? Comment vous le voyez en fait le retour à la normale, mais santé d'une certaine manière, ou Si tu me santé permets, durable? Pierre, je vais rebondir tout de suite là-dessus, parce que c'est ce que je fais dans le cadre de mes activités de directeur d'un centre de recherche en santé durable. Moi, je suis très inspiré par, comme bien du monde d'ailleurs à l'échelle planétaire, par un de nos grands spécialistes, Dr. Anthony Fauci, spécialiste américain qui a fait les manchettes pour des raisons bien évidentes. Hein. Il était au cœur de la crise. Et dans plusieurs de ces conférences auxquelles j'ai assisté cet automne, cet hiver, il dit toujours la même chose. Il ne faut plus travailler pour la population. Donc, la santé publique ne doit plus imposer des choses. Il faut travailler avec la population. Il faut connaître la population. On ne la connaît pas bien au Québec. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Les habitudes, le mode de vie des Québécois, que ça soit quantifié. Les Québécois, ce qu'ils sont globalement, c'est une richesse naturelle. Moi, quand j'entends qu'on va vendre ça à l'industrie privée, je m'arrache les cheveux de la tête. C'est une richesse naturelle comme l'hydroélectricité. Ça doit appartenir aux Québécois, on doit se connaître et c'est avec eux. On doit démocratiser la santé, on doit démocratiser ce savoir-là. Et puis là, je le dis avec beaucoup de respect parce que des grands experts de la santé publique au Québec l'ont dit il y a bien longtemps, descendre de notre piédestal puis d'aller travailler avec la population à bâtir, ce que Pierre disait tout à l'heure, ce projet de santé durable. On a besoin d'avoir des conversations, pas dire aux Québécois, aux Québécoises, on devrait faire ceci, mais de poser le constat. Voici ce que la science dit. Voici la situation. Qu'en pensez-vous? Moi, je peux vous dire, je peux rendre hommage en ce moment à des acteurs, que ce soit dans Charlevoix ou dans la région Chaudière-Appalaches. Les milieux sont en train de se lever. On a exactement ces conversations-là avec ces différents groupes-là, Thomas. C'est exactement la conversation qu'on a et ils vont faire partie prenante maintenant de l'édification de nouveaux projets de société en santé durable. C'est ce qui me rend optimiste pour le futur parce que là, le peuple se lève, il dit non. C'est pas vrai qu'on va retourner à nos anciennes habitudes parce qu'on va frapper le mur. Il va en avoir d'autres, les grands experts, la planète le dit, il va en avoir d'autres crises épidémiques. Serons-nous prêts? Aurons-nous reconfiguré nos sociétés pour y faire face parce que l'équilibre entre l'humain, l'animal et la planète a été rompu? Voilà. Mais on ne doit pas imposer ça. On doit le faire avec la population. Et donc, Pierre, on fait ça avec ton projet, c'est ça, en fait? Ben, je dirais que si je me mets dans les entreprises pour qui j'ai travaillé, les Rio Tinto de ce monde, Papier Résolu, les grandes entreprises, eux, d'après moi, ils auront déjà adopté ces principes sanitaires. Parce qu'avant, ils se préoccupaient beaucoup de la sécurité. Il ne faut pas que les employés se blessent. La santé, c'est sa responsabilité, l'employé, à s'en occuper. Là, ils ont pris conscience qu'il y en avait aussi une responsabilité et il y avait des coûts derrière ça. Et le problème de santé mentale, ils l'ont vu aussi. Là. Tout le monde a compris que maintenant, quand on bouge, l'activité physique, c'est important. T'sais. Conciliation travail-famille aussi, c'est important. La dynamique vient de changer présentement. Moi, je pense que les employeurs devront s'adapter à ces nouveaux travailleurs qui veulent une qualité de vie pour leur santé physique et mentale. L'employeur voudra aussi se protéger contre différentes maladies qu'avant, on laissait faire. Quelqu'un avait gastro, il a donné à 25 employés. Finalement, ça déstabilisait un peu, puis on continuait, ou la grippe, ou l'influenza. Maintenant, je pense que tout ça va s'intégrer dans les entreprises. Et quand on les voit la période des fêtes, je verrais très bien la santé publique sortir pour nous dire, écoutez, vous savez que la grippe s'en vient. On aimerait ça un peu plus de rigueur. On aimerait un effort collectif. On se lave les mains. Vous savez, ça a fonctionné. On se protège parce qu'on ne veut plus remplir nos urgences. Puis je pense que les gens vont entendre ça, puis il y aura une genre de solidarité. Parce que maintenant, ces messages-là, on les croit. On ne les croyait pas avant. On les croit maintenant. On sait que ça marche, ça existe. Puis l'autre chose, c'est que pourquoi on ne reviendra pas comme avant? C'est qu'on doit rebâtir, bien quand on rebâtit, c'est toujours inévitablement à coût économique, à coût d'argent. Au Canada, c'est 400 milliards qui est injecté dans l'économie. Ça, c'est la dette qui a doublé au Canada. On va remettre un 150 milliards de plus. Au Québec, c'est 15 milliards de déficit. On va rajouter 7-8 milliards à chaque année. Donc, il y aura des générations qui rembourseront ces dettes-là sur plusieurs années.
Donc, si on est pour reconstruire la Chevrolet 1967, là, parce qu'on vit là-dessus depuis des années, là, qui n'avait pas de durabilité au niveau de l'environnement, ni au niveau de la santé, bien, ceux qui paieront la facture vont être déçus de voir réapparaître la Chevrolet 1967. On doit construire maintenant durable. On doit construire en fonction des prochaines générations. Parce que vu qu'ils paieront, ils ne voudront pas voir réapparaître les anciens modèles. Donc, moi, je pense qu'on est condamné présentement à construire santé durable, environnement durable, économie durable et éducation durable. Parce que ça arrive une fois aux 100 ans, injecter autant d'argent dans un système pour le repartir. On ne peut pas construire le vieux modèle qui nous a fait planter. Il faut maintenant construire sur la durabilité parce que, justement, ce n'est pas nous qui allons payer la facture, ce sont nos enfants. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sociale. Les gouvernements ont compris ça. C'est des messages que tout le monde comprend qu'ils peuvent réutiliser pour je dirais pas imposer, pour amener tout doucement les changements où les gens vont dire oui, on est rendu là comme société. Il y aura toujours des gens qui chialent, ça c'est normal, ça fait partie de la société, mais quand la majorité est d'accord, comme gouvernement, tu es en mesure d'accélérer le processus. Puis moi, je pense que la santé publique deviendra maintenant un incontournable. Il faut profiter de la situation. Vous devez surfer là-dessus pour dire que maintenant, ces messages-là sont entendus. Comme moi, je l'ai vu chez nous avec les maladies héréditaires, je l'avais déjà vécu il y a une dizaine d'années, puis je le revois aujourd'hui au niveau du COVID, mais maintenant, c'est vraiment sur les saines habitudes de vie, sur la santé durable en général. On a tellement de gains à faire. On a tellement de gains à faire, mais en même temps, j'ai une mise en garde. On ne peut pas créer un système parallèle à côté de prévention qui va coûter plus cher ou trop cher parce que, n'oubliez pas que le système curatif coûte déjà près de 50 de tous nos impôts. Si on ajoute en plus quelque chose à côté qui coûte plus cher, donc il faut être brillant. Utilisons notre intelligence, travaillons avec les gens qui le font de par eux-mêmes, ça ne coûte rien ça. Donc, ça veut dire que ça nous aide à faire des gains, puis tranquillement, on pourra assurer la pérennité de notre système de santé parce que présentement, la seule façon qu'il y ait une pérennité dans le système de santé, on doit maintenant y intégrer la prévention. Quand on sait que le budget de la santé, il y a seulement 1,5 % du budget de la santé qui est investi en prévention. Aujourd'hui, quand on amène ça publiquement, on dit ça n'a pas d'allure. Avant, tout le monde disait oui, c'est correct. Mais aujourd'hui, on dit que ça n'a plus d'allure. Fait que, vous voyez, il y a un momentum, puis il faut en profiter, parce que c'est la seule façon de créer de la pérennité. L'enjeu, tout à fait d'accord avec Pierre, hein. L'enjeu auquel on est confronté aussi, quand Pierre disait qu'il ne faut pas rebâtir le vieux modèle de voiture, il faut aussi, puis je le dis avec beaucoup de respect, que nos gouvernements réfléchissent de façon différente et sortent peut-être de réflexions en silo où un ministère s'occupe de tel secteur. Un projet comme celui-là, j'appelle ça un projet de société. Bâtir une société durable, ça interpelle tous les ministères du gouvernement. Mais en fait, c'est M. le Premier ministre Legault qui devrait prendre le leadership de ce projet de société-là, parce que ça transcende, encore une fois, les programmes des ministères. Il n'y aura pas toujours la petite case cochée. Est-ce que cette initiative-là rencontre les critères de tel programme, de tel ministère? On a besoin de transformer profondément notre société avec et pour les Québécois. Je pense que le premier ministre doit être un champion de ce projet de société-là, parce que ça transcende. Il ne faudrait pas que, par exemple, les budgets supplémentaires de la santé publique ne viennent que du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce n'est pas le bon message à envoyer parce que, encore une fois, ce qu'on a besoin, c'est un projet de société qui interpelle tous les ministères. D'accord. Puis vois-tu, on construit des infrastructures présentement. Quand on construit un aréna de hockey, on se dit, est-ce que ça sert à beaucoup de gens? Est-ce que c'est bon pour la santé durable, ça? Tu dis, OK, oui, mais ça ne touche pas beaucoup de monde. Tu dis, peut-être qu'on construirait peut-être 5 piscines de 10 couloirs à 25 mètres pour en étendre. Là, ça, les jeunes peuvent y aller, les personnes âgées. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose d'excitant qui se passe présentement. Le Québec, moi, ça me stimule quand on nous dit on peut créer un modèle sociétal en Amérique, puis gardez-nous aller. Puis on est pas mal convaincus que c'est l'avenir. Puis plus tard, ben, les autres provinces nous imiteront. Et les Américains, peut-être un jour, nous imiteront parce qu'eux aussi auront le même problème inévitablement. Là. Donc, soyons une société moderne, parce que maintenant, on est instruit, qui contrôle un peu ses environnements, un peu plus. Puis moi, je suis convaincu, j'ai confiance aux Québécois parce que, je vous le répète, quand on leur demande d'aller marcher sous zéro, en plein hiver, puis tu as 250 000 de personnes qui s'inscrivent puis qui y vont, sur une population de 8,3 millions d'habitants, excusez, il y a un message là-dedans qui est assez fort. Là. Ça veut dire qu'on est ailleurs maintenant au Québec. On est vraiment ailleurs. D'ailleurs, Participation lançait la même initiative à la grandeur du Canada.
Eux, ça a duré deux semaines d'inscription où les gens pouvaient, pendant 2 semaines, ramasser des kilomètres. Ce n'était pas des kilomètres, mais c'était des minutes avec des prix à gagner. Puis ils n'ont même pas atteint 10 de ce que le Québec a fait en 3 jours. Comprenez, on est ailleurs au Québec. Là. Soyons fiers de ça. On y a tous travaillé. Jean-Pierre y a travaillé. Martin Junot, Filles actives, Québec en foot. Tout le monde a travaillé là-dessus. Là. Oui, mais tu dois, là-dessus, Pierre, je t'interromps, tu dois recevoir, ton organisation doit recevoir tout le crédit qu'elle mérite recevoir pour cette mobilisation-là. Moi, je pense qu'on a réussi quand même à faire évoluer les systèmes. Puis on n'a pas terminé. Je l'ai dit, je les vois au secondaire, on perd trop de jeunes là. Il faut s'attaquer à ça. Il faut vraiment, tout en respect avec les organisations qui sont autour des jeunes, parce que les écoles sont volontaires. Ça, c'est la grande nouvelle, c'est qu'ils sont volontaires. Ils veulent le faire. Ça, je pense que le Québec, encore une dizaine d'années, on va atterrir au Québec pour venir voir. Avant, on allait voir les Scandinaves. Maintenant, on viendra voir les Québécois comme ils ont réussi l'exploit. Mais je suis d'accord avec Jean-Pierre sur le fait que ton organisation, Pierre, est essentielle à cet environnement-là. Je suis aussi d'accord en fait sur le fait que le travail d'équipe, il est essentiel là-dedans. C'est-à-dire le fait que tout le monde se mobilise pour la santé des jeunes, que tout le monde se mobilise pour la santé de la population, qu'on ait des initiatives comme celle qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, où justement où vous partagez au grand public votre vision en fait de ce que c'est que la santé durable, c'est c'est précieux. C'est précieux, d'autant plus en fait qu'aujourd'hui on est en train de faire un tournant et puis qu'il ne faut pas qu'on loupe le tournant parce que la chance ne se reproduira pas à nouveau. Donc, je suis tout à fait d'accord. On se rapproche en fait de la fin de notre temps et puis je sais que votre temps est justement précieux de votre côté. Est-ce que vous voudriez rajouter, parce qu'on a couvert en fait la plupart des questions que je m'étais posées et qu'on avait posées en fait en aval avec vous, mais est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez rajouter de votre côté? Moi, je me permettrais de simplement mentionner que VITAM, le Centre de recherche en santé durable, est le premier centre de recherche en santé durable reconnu et financé par le Fonds de la recherche du Québec en santé. Quand Pierre dit le Québec est en avance, tu as un collectif de chercheurs qui a évalué ce projet-là et qui a dit ça nous prend d'autres choses que des centres de recherche spécialisés avec des gens qui ont des cerveaux blancs, des animaleries, puis des pipettes, puis des appareils de PCR. Ça nous prend aussi des collectifs de chercheurs qui se préoccupent des aspects sociaux, des comportements des Québécois, des Québécoises, puis qui vont travailler justement avec des acteurs de terrain qui ont un impact spectaculaire comme Pierre, pour travailler avec et pour la population, pour la transformer. Alors, moi, c'est ce qui me rend optimiste. Mes activités de terrain, les réactions à toutes les initiatives de Pierre et de son équipe me rendent confiant effectivement pour le futur. Il faut interpeller l'intelligence des Québécois, pas juste penser, on va changer les environnements, puis les Québécois vont manger mieux, vont bouger plus. Si on a des conversations avec les Québécois, qu'on a des discussions avec eux, ils vont embarquer, ils vont être mobilisés, puis justement, la fiche d'accomplissement des différents projets de Pierre nous montre qu'effectivement, les Québécois, ils vont embarquer. Pierre, est-ce que tu veux rajouter? Oui. Moi, je dirais que ça nous prendra des séminaires, vous en faites des conférences, faire parler nos chercheurs, vulgariser l'information, rejoindre un maximum de gens, parce qu'il y a des gens, il y en a beaucoup de leaders au Québec, dans toutes les organisations, dans les écoles, dans les entreprises. Ces gens-là sont intelligents. Ils voient comme nous aussi comment on construit l'avenir. Présentement, il faut sortir public. Là. Il faut commencer à donner le ton, l'orientation. D'abord, ce qu'on dit, ce n'est pas de la supercherie. C'est des vraies affaires. C'est basé sur des données probantes. Maintenant, le Québec est réceptif. Il écoute. Puis le gros avantage du COVID, ça nous a permis maintenant de pouvoir se parler dans des nouveaux systèmes qu'on appelle les Zooms. On peut réunir, moi, j'ai eu la chance de parler à tous les employés d'Hydro-Québec d'un coup comme ça. Je peux parler à tous les employés d'Air Canada en quelques secondes. Savons-nous maintenant de ces nouveaux outils qui nous permettent de rejoindre les gens plus facilement et de les entendre? Puis savons-nous des acteurs d'influence? Oui, les scientifiques sont très importants, mais il y en a d'autres aussi, Duvernay Tardif. Il y en a plein d'autres, des modèles qui sont dans la société puis qui ont compris. Alex Harvey, je me rappelle, oui, il allait aux Olympiques, mais il avait compris quel genre de message qu'il devrait livrer aux jeunes. Il dit, là, ce qu'ils te font, c'est le fun. Ah oui? Oui, c'est le fun. Tu vois, quand tu te lis, c'est le fun. C'était ça son message. Alex, tu as tout compris. Il faut qu'on ait du plaisir dans le changement. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Il ne faut pas que ça se fasse dans la douleur.
Il faut que ça se fasse dans le plaisir. Si tu as du plaisir, tu vas vouloir revenir et les répéter. Donc, revoyons un petit peu nos modèles, pas juste chez les jeunes, chez les adultes aussi. Puis moi, j'ai confiance. Une fois qu'on a compris ça, bien entendu, faire ces grands temps d'arrêt ou ces grands séminaires où on s'échange. Puis ça viendra de l'international voir un peu nos modèles. Puis on va se nourrir un peu de nos modèles, mais créons le modèle. Créons le modèle au Québec. On a cette capacité de faire. On a le savoir. Puis on a surtout une volonté populationnelle à embarquer maintenant dans ces nouveaux modèles sociétals. Donc, moi, c'est le temps. Le momentum est là. Puis, en tout cas, moi, m'a poussé très fort dans ce sens-là. Vous allez m'entendre sortir régulièrement. Dénoncer des choses qui nuisent à ça. Puis, sans filtre. Des fois, c'est tendance à entendre, mais c'est des vraies affaires parce que derrière, c'est la science qui dicte mes mots. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas de gêne à les dire publiquement. Mais de toute façon, on va se parler des vraies affaires, comme disent beaucoup de personnes. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. C'est vraiment très apprécié. Je pense qu'on pourrait se donner rendez-vous dans un an pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'un an, si on a réussi justement à faire ce virage-là, ou est-ce qu'on en est rendu du virage. De toute manière, on a encore, comme tu disais, Pierre, pour 15 ans, 10-15 ans en fait pour rattraper certaines choses ou alors pour essayer de faire un virage complet. J'aimerais également... Je peux terminer en disant que ça nous prendrait un ministère de la santé durable. Parce qu'un ministère, ça veut dire qu'il vient des fonds avec. Il vient une stratégie, il vient des fonctionnaires et de l'argent. Ça prend un ministère de la santé durable au Canada et ça prend un système de santé durable au Québec. Le Québec, bien entendu, ira plus vite un peu que les autres parce qu'on est plus en avance. Mais il faut arrêter de savoir où on prend l'argent, comment ça marche. Non, ça nous prend un vrai ministère de la santé durable. À ce moment-là, on comprendra que c'est sérieux et qu'on y pose les gestes au quotidien. Un très bon dernier point. C'est marrant parce que ce point-là va être repris par d'autres personnes, à mon avis, au cours des prochaines capsules. Donc, j'invite également les personnes qui vont voir ces capsules-là à commenter, à partager. Et puis, s'ils ont la moindre question, on va dire, n'hésite pas à nous interpeller. Merci à nouveau, vraiment, Jean-Pierre, Pierre, pour votre temps. C'est très, très apprécié pour cette semaine de la santé durable. Puis, comme je vous dis là, c'est un rendez-vous pour l'année prochaine et puis on fera le bilan de cette année. Avec grand plaisir. En attendant, je m'en vais nager. Super. À très bientôt alors. Merci. Bye bye.